Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire autour du programme européen Horizon Europe. Donc, on a le plaisir d'organiser avec un des partenaires du cluster, donc F Initiative, société spécialisée en financement de l'innovation. On a le plaisir d'avoir Christelle et Serge avec nous, et Serge qui sera notre principal intervenant, qui est expert sur l'accompagnement au montage de ce type de projet et qui est un ancien expert auprès de la Commission européenne. Donc, vous aurez la possibilité, bien entendu, à la fois de disposer d'un replay, de disposer de la présentation et surtout de pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Serge. Et je pense que cette qualité d'expert sur les projets européens, voilà, vous pouvez venir la questionner si vous avez des interrogations. L'objectif de ce webinaire, ce sera dans un premier temps d'apporter un éclairage sur ce qu'est Horizon Europe, sa structuration, et puis surtout dans une deuxième partie, Serge viendra vous partager sa connaissance de comment, à partir de vos objectifs d'entreprise, vous pouvez bâtir une stratégie gagnante pour vos projets et pour aller chercher du support en financement auprès de l'Europe. Donc voilà, sans plus tarder, Serge, je vous donne la parole pour conduire ce webinaire. Parfait. Merci Frédéric. Donc écoutez, comme j'ai été présenté brillamment, je vais présenter maintenant mon équipe. Voilà, donc chez F Initiative, nous avons un département international dont la direction est assurée par Quentin, qui se divise en deux parties. La première partie, c'est une partie internationale, où en fait mes collègues Nina, Maëlys, Tanguy vont venir aider nos clients internationaux sur des sujets qui, du coup, ne concernent pas la France, concernent par exemple le crédit impôt recherche ou toutes sortes de projets d'innovation qu'ils peuvent avoir dans d'autres pays, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, etc., en Roumanie. Nous avons toute une série de partenariats qui nous permet de faire ça. Et puis finalement, il y a une deuxième partie de l'équipe qui est l'équipe subvention européenne, qui est composée par Beate Joris, Beate Joris et moi-même, avec Brendan qui est en support commercial. Et nous, finalement, ce que nous faisons, c'est que nous montons et nous gérons des projets européens du type de ceux que je vais présenter dans la suite. Alors voici notre agenda pour aujourd'hui. Je vais commencer par parler de l'agenda stratégique de l'Europe pour positionner un peu notre discussion. Hein. Ce webinaire, il va être fait un peu à la manière d'un entonnoir. On va regarder des sujets un peu macroscopiques au départ pour poser un contexte, pour essayer de bien comprendre d'où ça vient, tout ça. Et à la fin, j'espère que je vous donnerai les clés pour vous montrer où vous pouvez aller. Voilà. Donc, d'abord, on va parler des aspects stratégiques de l'Europe. Ensuite, on va parler de qu'est-ce qu'Horizon Europe dans l'environnement de la subvention européenne. Et on va donner quelques exemples d'appels à projets sur les clusters 4 et 5. J'expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Finalement, dans une troisième partie, je parlerai des projets européens. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir un? Quel est le calendrier, par exemple? Quelles sont les éligibilités? Ce genre de choses. Et puis finalement, dans la pratique, et ça c'est une partie sur laquelle je vais m'appesantir peut-être un peu plus, je vais vous donner un petit peu des recettes qui vont vous permettre, en particulier si vous n'en avez jamais fait, des projets européens, d'aller chercher une subvention de ce type-là. Voilà, alors, première partie, l'agenda stratégique de l'Europe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un document. C'est un document qui vaut pour, vous voyez, 5 ans. Son objectif est de rendre l'Europe plus souveraine et mieux armée pour faire face aux défis immédiats et futurs. L'agenda stratégique, ce que c'est en réalité, c'est un document qui fixe les priorités stratégiques pour l'Europe au niveau politique. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement macroscopique. Si vous la lisez, ne vous attendez pas à un grand nombre de détails. Attendez-vous au contraire à de grandes lignes stratégiques. Ce sont les basses fréquences du système qui permettent en fait ensuite à la Commission de mettre en œuvre. Et cet agenda stratégique est décidé en haut lieu
par les chefs d'État, par les 27 chefs d'État. Ce sont des réunions qui ont lieu mois après mois avant que l'exécutif à la Commission soit établi. La gestion stratégique qui est aujourd'hui en vigueur est assise sur 3 piliers. Le premier, c'est une Europe libre et démocratique. Il s'agit de défendre des valeurs européennes, être à la hauteur des valeurs de l'Europe au niveau mondial. Le deuxième, c'est une Europe forte et sûre, assurer une action extérieure cohérente et influente, renforcer la sécurité et la défense. Donc vous verrez qu'en filigrane, il y a autour de ces sujets-là, les sujets de défense, il y a bien sûr le sujet de l'Ukraine. Se préparer à une union plus grande et plus forte, ça c'est encore une fois cette idée qu'il est possible de ramener plus d'États membres alors à ceux qui sont déjà actuellement dans l'Union et adapter une approche globale de la gestion des migrations des frontières. Et ça, c'est, comme vous le supposez, un ancien sujet qui est apparu il y a quelques années, qui est toujours là dans l'agenda stratégique. Une Europe prospère et compétitive, c'est le troisième pilier et c'est au final celui qui va nous intéresser le plus dans la discussion que nous allons avoir, même si en réalité, ces 3 piliers vont toujours être en filigrane derrière tout ce qui va se passer dans la suite, même au niveau du projet européen. Renforcer la compétitivité, réussir la transition écologique et numérique, ça c'est un objectif fondamental, et promouvoir un environnement favorable à l'innovation et aux affaires. Cet agenda stratégique, elle est établie, comme je vous disais, par le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est quoi? C'est une des institutions les plus importantes de l'Europe et c'est la réunion des 27 chefs d'État. Voilà ce que c'est le Conseil européen. Il n'est pas à confondre avec le Conseil de l'Europe. C'est très ambigu, je sais, mais le Conseil de l'Europe, c'est encore autre chose. Voilà, le Conseil européen, c'est les chefs d'État qui discutent entre eux de l'agenda. L'idée, dans une deuxième étape, une fois que cet agenda très politique est établi, c'est que la Commission européenne doit se saisir de cet agenda et la mettre en œuvre, puisque la Commission européenne, une de ses attributions, c'est être l'exécutif. Voilà. Donc les candidats, dans une troisième étape, les candidats à la présidence de la Commission, donc cette fois-ci je mets la candidate parce que c'est Madame von der Leyen, présente la manière dont elle veut se saisir de l'agenda stratégique au Parlement européen, qui donne sa confiance ou pas. Lorsque le Parlement vote la manière opérationnelle, pour le coup, plus opérationnelle, dont la Commission aimerait mettre en œuvre l'agenda stratégique, eh bien à ce moment-là, Madame von der Leyen va s'entourer de commissaires qui chacun vont avoir un portefeuille et des missions spécifiques pour chaque commissaire qui eux aussi sont auditionnés par le Parlement. Et une fois que les 27 commissaires sont auditionnés et que le Parlement a voté, leur a donné leur confiance, alors à ce moment-là, l'exécutif de la Commission européenne est établi et la Commission peut commencer à fonctionner et à mettre en œuvre l'agenda. Voilà comment ça se passe. Alors, pour ce faire, la Commission a beaucoup d'outils, a beaucoup d'instruments. Elle a en particulier un certain nombre d'agences de financement, vous en voyez 41 en réalité, qu'elle a classées sous 6 rubriques. Alors, à partir de maintenant, je vais devoir m'excuser, mais les slides vont être souvent dans une espèce de mélange de français et d'anglais, mais je le fais exprès en réalité, parce que j'aimerais sensibiliser au fait que pour aller dans un projet européen et pour comprendre toutes ces choses-là, il faut parler anglais, il faut savoir écrire l'anglais correctement, à un niveau plutôt élevé. Voilà, donc je commence à introduire, je ne vais pas tout traduire, voilà, et je commence à introduire des éléments en langue anglaise, parce qu'au final, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quand même la langue la plus utilisée dans cet univers. Donc vous voyez que les quelques premières rubriques s'appellent Single Market, Cohesion and Values, Natural Resources and Environment, etc. Il y en a d'autres. Je ne vais pas rentrer dans la description de toutes les agences, bien sûr, et de toutes ces rubriques. La Commission européenne, sachez qu'elle est directement responsable de toutes les étapes de mise en œuvre d'un programme et qu'elle le fait à travers ces agences. Les étapes de mise en œuvre, c'est quoi? Ça veut dire le lancement des appels approchés, ça veut dire l'évaluation des propositions soumises,
les conventions de subvention, donc vraiment la contractualisation, le contrat que vous allez signer avec la commission. Vous le signez avec la commission. Le suivi des projets aussi, l'évaluation de ces résultats des projets et aussi la mise en paiement. Donc les 3 derniers points, les 3 derniers coches que vous voyez en bas à droite dans la slide, se font lorsque bien sûr le projet est accepté et se font grâce à une personne qui va travailler dans la commission, qui va être votre interlocuteur unique et qui s'appelle le project officer. Donc comme disait Frédéric tout à l'heure lors de ma présentation, j'ai moi-même été project officer à l'Union européenne pendant 6 ans, dans un domaine très différent du nôtre, hein, dans le domaine des matières premières. Et donc, le project officer est une personne clé. C'est une personne avec qui vous allez devoir avoir un dialogue en confiance. Vous allez devoir lui dire ce qui va pas. Vous allez pouvoir lui demander de l'aide. Mais en revanche, vous allez aussi lui rendre des comptes, puisque c'est lui qui, au nom de la commission, va évoluer votre projet grâce à souvent un panel d'experts qui se positionne là aussi pour avoir un avis euh, euh, certes expert, mais aussi indépendant sur les résultats et l'avancement de votre projet. Première rubrique, première agence, Horizon Europe. Maintenant, parlons d'Horizon Europe et du cluster et des clusters qui sont un peu la composition d'Horizon Europe. Les principales orientations stratégiques d'Horizon Europe, c'est 1. Transition écologique, 2. Transition numérique et 3. Une Europe le plus résiliente, compétitive, inclusive et démocratique. Dans les piliers, dans ces 3 orientations stratégiques d'Horizon Europe, vous avez en filigrane, où vous avez déjà reproduites les orientations de l'agenda stratégique. Elles sont là, elles sont comme télescopées dans Horizon Europe et ça va être très important de les prendre en compte dans l'écriture des projets, même si ça paraît encore un peu macroscopique. Alors sachez que Horizon Europe se présente un petit peu de cette manière-là. Si vous faites une recherche sur Internet Horizon Europe, vous allez tomber sur ce graphique-là. C'est un peu le grand classique. Horizon Europe est structuré en 3 piliers, le pilier 1, 2 et 3. Le premier pilier s'appelle Science excellente et c'est vraiment la science, quoi, au sens vraiment de la recherche. C'est le pilier qui va financer la recherche la plus académique au niveau de maturité technologique les plus bas. Un des grands sujets du pilier 1, c'est le Conseil pour la recherche européenne, le RC. Il y a aussi tout un tas d'actions, les actions très connues, les actions Marie Curie pour les docs et les post-docs. Et ensuite, il y a des choses au niveau des grandes infrastructures de recherche. Voilà. Les grands synchrotrons, les grands accélérateurs de particules, les grands data space, vous pouvez les financer à travers les recherches d'infrastructures et pilier 1. Ensuite, vous avez de l'autre côté du spectre le pilier 3, qui s'appelle Innovative Europe. Et là, vous êtes allé à des niveaux de maturité bien plus élevés. Vous avez le pendant de l'ERC ici, qui s'appelle l'EIC, European Innovation Council, ainsi que d'autres instituts, comme par exemple European Institute of Innovation and Technology, pour lequel j'ai travaillé moi-même. Et puis finalement, je voulais vous présenter le pilier 2, puisque c'est le cœur de notre sujet. Le pilier 2 s'appelle Global Challenges and European Industrial Competitiveness. Le pilier 2 est divisé en ce qu'on appelle des clusters, des pôles. Il y en a 6. D'accord, le premier, c'est la santé, le deuxième, c'est la culture, la créativité, etc. Nous, on va parler du 4e et du 5e. Digital Industry Space et Climate, Energy and Mobility. 46% du budget d'Horizon Europe a déjà été engagé. Le budget total d'Horizon Europe, vous l'avez ici, c'est une contribution de 44 milliards d'euros. Les taux de réussite dans le pilier 2, c'est 16%. Alors, pardon, excusez-moi, 44 milliards d'euros, c'est ce qui a déjà été engagé. Hein. Les budgets, vous les avez ici dans les bulles, hein, dans les bulles oranges. Alors, voici
voici comment se distribue le pilier 2 en différents clusters. D'accord? Nous, on va regarder. J'aurais pas dû écrire groupe ici, d'ailleurs, je le vois maintenant. J'aurais dû écrire cluster. Cluster 4, numérique, industrie, espace, 14,7 milliards d'euros. Cluster 5, climat, énergie et mobilité, c'est 15,1 milliards d'euros. D'accord? Vous regardez d'ailleurs par rapport aux autres clusters. Vous voyez qu'en réalité, le 4 et le 5 emportent la plupart du budget. On est bien d'accord, largement. Voici pour le détail. Alors maintenant, parlons un petit peu plus en détail de ces clusters-là. Dans les slides qui suivent, je vous fais une présentation, alors qui n'est pas exhaustive, parce que je ne veux pas vous perdre et parce que je ne souhaite pas rentrer dans trop de détails là-dessus, puisque si on rentre dans trop de détails là-dessus, on va parler des appels à projets, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, l'éligibilité, etc., etc. Et là, on doit rentrer dans ce qu'on appelle le programme de travail, dans ce qu'on appelle vraiment euh, dans ce qu'il y a vraiment de plus détaillé. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire, c'est du travail personnel, c'est du travail de lecture, voilà, du programme de travail de chaque cluster. Voilà. Chaque cluster publie un document qui s'appelle programme de travail, qui est un document qui fait 200 pages, hein, typiquement, où tous les appels sont détaillés. Ici, je vous donne une vision un petit peu macroscopique de ce qui va se passer pour vous montrer qu'il y a des orientations, qu'il y a des aspects qui ne vont pas du tout vous intéresser et qu'il y a des aspects où il va falloir aller picorer, où il va falloir choisir le bon appel à projet. F Initiative vous permet de naviguer dans cette complexité-là grâce à des présentations et grâce à notre connaissance telle qu'elle existe aujourd'hui par rapport à ces programmes de travail que nous avons épluchés. Le cluster 4, Digital Industry and Space, donc ce qu'on va voir, c'est que la vision et l'objectif derrière tout ça, c'est shaping competitive and trusted technologies for a European industry with global leadership in key areas. Voilà, donc ça c'est intéressant. On va regarder quels sont ces key areas. Alors un cluster, il est divisé en ce que la Commission appelle des destinations. Donc, vous les voyez à droite de la slide, ici il y en a 6. Destination 1, Achieve Global Leadership in Climate Neutral, Circular Digitalized Industries. Destination 2, Achieving Technological Leadership in Europe's Open Strategic Autonomy in Raw Materials, Chemicals and the Innovative Materials, etc. etc. Aujourd'hui, puisqu'il s'agit du cluster aéro de la région Aura, on va regarder dans le cluster 4 uniquement la destination 4 et 5 pour simplifier les choses. Et même comme ça, je ne vais pas tout vous montrer ce qu'il y a dans chaque destination. D'accord? Je vais simplement vous montrer comment naviguer dans ce truc-là. La destination 4, c'est Achieving Open Strategic Autonomy in Digital and Emerging Enabling Technologies. Alors, c'est la destination du numérique, la destination 4. Et la destination 5, c'est la destination de l'espace. Open Strategic Autonomy in Developing, Deploying, Using Global Space-Based Infrastructure, Services, Application and Data. Et vous verrez qu'à l'intérieur des destinations, on va le voir immédiatement, il y a un certain nombre d'appels à projets. D'accord? C'est à l'intérieur des destinations que se trouvent les appels à projets et que, en regardant en détail, on va pouvoir voir des sujets espace, aéro, matériaux pour l'aéro, etc., etc. Donc, c'est à ce niveau-là de détail qu'il faut arriver à éplucher les choses pour aller chercher le sujet qui va bien pour financer votre projet. Voilà. Destination 4, voilà le titre, je l'ai lu tout à l'heure. Les impacts, c'est Delivering Key Digital and Emerging Technologies for Open Strategic Autonomy in line with European values, et Strengthening Industrial Leadership and Boosting the Uptake of Research Results in the Market. Alors voici par exemple un petit tableau qui permet de regarder les choses un petit peu comment dire, un peu de l'extérieur, un peu au niveau macroscopique. J'attire votre attention, par exemple, sur 1, 2, 3, 4, 5, le 5e sujet, Advanced Sensor Technologies
and multimodal sensor integration for multiple application domains. Alors, quand vous regardez le titre juste comme ça, vous vous dites, oh là là, c'est relativement vague. Qu'est-ce que ça veut dire multiple application domains? Et c'est là où il faut regarder le programme de travail et aller chercher l'information. Et il se trouve que dans ce sujet-là, la commission appelle des use cases, en fait. Elle appelle un certain nombre de use cases et un de ces use cases, c'est l'aéronautique. Dans les secteurs ici, il y en a 3 use cases, pardon. C'est l'aéro, la pharma et la télécom. Et ici, donc, l'idée, c'est de regarder des technologies de capteurs pour les intégrer dans les process qui permettent de faire un certain nombre de choses et la commission va lister le genre de sujets sur lesquels il faut avoir un impact grâce à ce développement de nouveaux capteurs. Ici, il y a écrit Optimize Aircraft Design. Vous pouvez optimiser aussi votre processus de manufacture. Il s'agit aussi de maintenance prédictive, d'optimisation de plans de vol et aussi éventuellement de formation de pilotes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut essayer de lire les choses. Voilà. Un autre exemple de la destination 4 du cluster 5 qui appelle aussi des sujets aéros, c'est celui-ci que vous voyez en premier, Challenge Driven Gen AI Booster. Donc ça, c'est un appel à projet vraiment très ouvert qui va pouvoir vous permettre sur toutes sortes de sujets qui sont donnés dans l'appel à projet de manière exemplaire, d'essayer de voir comment les technologies d'IA générative vont vous permettre d'avancer un certain nombre de sujets en rupture. Et ça, pour le coup, ce sont des appels à projet très ouverts. Voilà, en tout cas, ce dernier-là. Vous voyez dans la troisième colonne que j'ai écrit RIA. Je vous parlerai tout à l'heure de ça, mais je fais juste une allusion à ça maintenant. Ça veut dire Research and Innovation Action. Donc ça veut dire que les TRL sont relativement bas. D'accord? C'est des TRL moyens. Je vous en parlerai un peu plus clairement tout à l'heure. Vous verrez aussi apparaître dans cette colonne IA, donc sans le R. Et donc là, sans surprise, ce n'est pas Research and Innovation Action, mais bien seulement Innovation Action. Donc vous devez commencer à un TRL un peu plus supérieur. Alors regardons maintenant la destination 5 du cluster 3. Cette destination, c'est la destination, comme je vous disais tout à l'heure, qui couvre les sujets espace. Alors voici par exemple eh bien, le même genre de tableau que je vous présentais tout à l'heure. On va pouvoir avoir des sujets, regardez les sujets ISOS, ISOS. Si vous n'êtes pas familier avec cet acronyme, ça veut dire In Space Operation and Services. Donc ce sont toutes les opérations et les services qui peuvent être faits en orbite. Donc sans nécessité de renvoyer un autre satellite dans l'espace pour refueling, recycling, upgrading, voilà, pour transformer votre satellite et même pour l'assemblage de nouvelles parties, etc. Donc cette partie, ça c'est très important, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant sur les aspects servicing, sur l'aspect host, donc sur l'aspect docking sur le satellite, sur l'aspect logistique, donc transport, cargo, supply, et sur l'aspect finalement, le dernier SatApps, qui est donc dont l'objectif est de créer vraiment un écosystème autour des upgrades des fonctionnels des satellites. Vous avez encore d'autres exemples intéressants et qui sont vraiment très importants pour l'Europe aussi, c'est tout ce qui a trait au programme Copernicus. Dans le programme Copernicus, si vous le savez, parce que ce sont une constellation de satellites qui s'appellent les Sentinelles et qui sont des satellites d'observation de la Terre. Vous avez ici le deuxième sujet, vous le voyez, Copernicus Climate Change Service Evolution, New and Innovative Processing and Methods for Future Sentinels. Donc, ils sont en train d'imaginer d'autres satellites, d'autres sentinelles pour faire évoluer le système Copernicus, en mettre d'autres, voilà, qui emportent d'autres capacités, d'autres instruments pour regarder d'autres aspects, que ce soit océan, terre, atmosphère.
Donc la Commission veut vraiment que les sociétés s'emparent, les universités aussi bien sûr, ça fait beaucoup de recherches grâce aux données satellitaires issues de Copernicus. La Commission européenne se rend compte que Copernicus met en ligne de manière gratuite une telle quantité de données qui est absolument incroyable, absolument faramineuse. Et c'est vraiment important pour la Commission que les gens, les PME, les organisations internationales, même les collectivités locales, les États, etc., pour la lutte contre le climat, par exemple, s'emparent des données de Copernicus et en fassent quelque chose. Le quatrième sujet, par exemple, est intéressant, Copernicus Anthropogenic CO2 Emissions Monitoring. Et ici, pour finir, la destination 5 du cluster 4, Space Critical EEE. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, EEE veut dire Electrical and Electronic Equipment. Donc là, il y a des sujets qui sont intéressants sur eh bien, comment l'Europe va devenir plus résiliente parce qu'elle va avoir voilà, des composants critiques pour les technologies, pour développer des technologies spatiales. Voilà, maintenant vous savez tout, vous avez en tête maintenant comment se structurent les choses, Horizon Europe, le pilier 2, les clusters. Ça, c'était le cluster 4. Maintenant, regardons un petit peu cluster 5. Cluster 5, c'est climat, énergie, mobilité. C'est encore des différents. Et encore une fois, là-dedans, on va pouvoir aller chercher, on va pouvoir aller picorer un petit peu des sujets qui ont attrait à l'aéronautique et à l'espace, des sujets qui peuvent vous intéresser. Donc, vous voyez ici encore 6 destinations. Je vous en présente que 3. Brièvement, la destination 2, Cross-Sectorial Solutions for Climate Transition. Ce qu'il faut savoir de la destination 2, c'est que la destination 2 du cluster 5, c'est la destination des batteries. Voilà. Donc ici, vous voyez tout un tas de sujets qui sont intéressants. Le premier sujet est Design to Cost Batteries. Le troisième sujet, Refining of Raw Materials. Le cinquième sujet, Aging, Reliability and Safety. Voilà, dans le cas où vous aurez... alors, ces sujets sont relativement intéressants. La Commission appelle des sujets sur les batteries, autant sur des use cases véhicules électriques que sur des use cases aéros. Donc, à voir ce qui peut être fait dans chaque sujet sur cette destination-là. Destination 3 maintenant, Sustainable, Secure and Competitive Energy Supply. J'ai un peu hésité à vous montrer cette destination-là parce que c'est la partie Energy Supply. Et des fois, je me suis dit pourquoi je montrerais celle-ci. Puis finalement, il y a des sujets, vous les voyez, c'est le premier et le second, sur les biofuels. Et là aussi, il y a des use cases en aéronautique. Hein, Advanced Biofuels and Renewable Fuels. Et le deuxième, c'est Biofuels and Renewable Fuels of Non-Biological Origin. Et c'est plus sur la chaîne de valeur. Le deuxième sujet, le premier, c'est plus production. Finalement, cinquième destination du cluster 5, Clean and Competitive Solutions for All Transport Modes. Là, ici, il va y avoir 2 sujets aéros. Je vous les montre. Ce sont les 2 derniers. Next Generation Testing Capabilities in Strategic EU Wind Tunnels. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que la Commission s'aperçoit qu'il faut de l'investissement dans ce genre d'infrastructure, dans les wind tunnels, et elle souhaite voir un impact sur eh bien, des technologies aéro grâce à des capacités de test renouvelées dans ce genre d'infrastructure sur les structures aéronautiques et en particulier les structures aéronautiques où on va pouvoir inclure des machines hybrides et électriques. Voilà, hein, c'est vraiment le sujet qui revient toujours quand on lit ce genre de texte. Finalement, le dernier sujet, Next Generation Aircraft Autonomy Technologies for Cockpit and Pilot Assistant Solutions. Donc là, l'idée, c'est vraiment toutes les solutions embarquées dans le cockpit pour un cockpit plus safe, pour des solutions plus petites, moins gourmandes en électricité, plus intuitives.
pour voilà, un cockpit encore plus moderne et encore plus safe et encore plus autonome. Finalement, je vais faire une petite parenthèse et je vais m'écarter, je vais faire un petit pas chassé sur le côté et je vais vous parler d'un autre dispositif qui s'appelle European Defence Fund, en dehors d'Horizon Europe. Vous verrez un certain nombre de projets dans le Fonds européen de la défense qui ressemblent à de l'Horizon Europe, mais qui ont des caractéristiques très particulières parce que ce sont des industries qui intéressent la défense de chaque pays membre. L'objectif du Fonds européen de la défense, en tout cas de cette édition 2025, c'est de renforcer les capacités de défense de l'UE en finançant des programmes de recherche qui sont collaboratifs. Le budget et le périmètre, c'est le suivant. Il y a 8 milliards d'euros jusqu'en 2027. Ça a démarré en 2021. Et l'idée, c'est vraiment de financer les premières recherches jusqu'au développement des prototypes, vraiment sur une échelle de TRL relativement vaste. Et l'objectif clé est de renforcer la souveraineté technologique de l'Europe et encourager l'innovation en matière de défense. Le Fonds européen de la défense a des sortes de clusters, si vous voulez. Je vous les montre ici. On va tous les regarder, évidemment. Je vais aller relativement vite là-dessus. Mais c'est structuré, si vous voulez, un peu de la même manière. À l'intérieur de ces clusters-là, que j'ai représentés par des images, il y a un certain nombre d'appels à projets. Vous voyez, le premier, c'est sur la médecine. Le quatrième, c'est sur la cyber. Voilà. Et ensuite, il y en a sur Air Combat, je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu en plein milieu, et il y en a un autre sur l'espace. Il y a aussi des catégories non thématiques qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très ouvertes. C'est des appels à projets blancs, donc non thématiques, voilà, qui n'appellent pas un projet en particulier et qui sont particulièrement intéressantes pour les PME. L'Europe veut réellement encourager le fait que les PME puissent accéder aux fonds européens, et pas seulement celui-ci, mais celui-ci en particulier. Vous voyez Innovative Defense Technologies, le cluster qui est tout en bas à droite, Innovative Defense Technologies, entre parenthèses, PME. Là, il n'y a que les PME qui sont éligibles. Donc ça, c'est vraiment l'Europe qui ne souhaite plus donner, enfin, qui ne souhaite plus, qui, disons, politiquement, ne souhaite pas donner encore et toujours plus d'argent, toujours aux mêmes gros acteurs. Ils veulent aller trouver, pour ainsi dire, la pépite technologique qui pourra introduire sur le marché quelque chose de réellement disruptif. Et ça vient de plus petites entreprises, des startups, des PME. Donc c'est pour ça qu'elle encourage des appels à projets vraiment spécifiques là-dessus et très ouverts. Pour la partie space, vous avez deux sujets. Developing a concept of operations for on-orbit operations. Donc, toujours le même sujet en réalité, un sujet similaire à celui qu'on voyait au niveau du cluster 4. For on-orbit operation and services, including feasibility analysis for future defense capabilities. Mais évidemment, avec une orientation défense. Et ensuite, deuxième sujet, developing an affordable constellation of small satellites and ground segments for intelligence, surveillance and reconnaissance. L'acronyme, c'est ISR. Pour la partie Air Combat, vous avez encore deux sujets. Define design rules and develop standardization solutions for future missions and collaborative air combat systems for existing mission systems currently evolving. Et puis, develop a prototype. New and sophisticated sets of equipment and associated software designs for free crew members from repetitive to free crew members, donc pour libérer les membres, le crew, quoi, de tâches répétitives pour qu'ils puissent se concentrer sur les missions opérationnelles de combat et pas tellement sur les missions de vol. Voilà, c'est ça l'objectif de ce dernier sujet. Voici pour la partie 2. Maintenant, cette partie où au final, j'essaie pour ainsi dire, de descendre dans mon entonnoir et de finir par vous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau des projets européens. C'est une partie
en discutant avec Frédéric, je m'aperçois j'aurais pu la présenter un peu mieux. Je vais changer un petit peu les choses en cours de séance pour essayer de vous donner des indications peut-être un peu moins pesantes, hein, sur les aspects technico-administratifs d'un projet, mais plutôt vous donner des clés de comment y arriver. Donc, je vais changer un petit peu les choses. Mais quand même, je souhaite, pour commencer, vous expliquer cette slide, qui est une slide très importante. C'est une slide au sujet de comment la Commission pense les choses en termes de objectifs et impact. Vous voyez au niveau du schéma, hein, qui est à droite, cette espèce de grand triangle vert que j'ai dessiné, il y a tout un empilement comme ça de boîtes. Vous voyez la boîte du dessous, il y a écrit EU Policies and Priorities. Donc ça, si vous voulez, c'est le niveau macroscopique. C'est le niveau dont je parlais en tout début de webinaire. C'est le niveau de l'agenda stratégique de l'Europe. Et ensuite, si vous descendez les échelles, descendez les boîtes, vous vous trouvez avec la dernière boîte, il y a écrit Project Results. Vous voyez? Et en réalité, l'Europe pense les choses de manière à ce que les résultats des projets soient en réalité l'impact concret des EU Policies and Priorities. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de chaîne causale, pour ainsi dire, qui descend des aspects les plus stratégiques vers les aspects les plus concrets de votre projet. Pour le dire les choses d'une autre manière, l'Europe ne s'attend pas à ce que vous fassiez votre petit projet qui n'intéresse que vous dans votre petit coin, pour ainsi dire. L'Europe s'attend que, grâce à votre projet, grâce à votre développement, vous répondiez aux priorités et aux stratégies de l'Europe au plus haut niveau. En quelque sorte, le projet doit être une forme d'émanation et de mise en application de la stratégie européenne. Voilà ce qui est important. Et voilà la manière dont les choses se déclinent. Soit vous lisez ce graphe du haut vers le bas, soit vous le lisez du bas vers le haut, peu importe. Dans tous les cas, il doit y avoir un lien. Je vais le lire du haut vers le bas. Au départ, il y a la stratégie européenne, l'agenda stratégique dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a les orientations stratégiques clés de chaque agence qui va financer l'innovation. Il y a les domaines d'impact, le climat, l'énergie, la santé, l'aéro, l'espace, etc., de chaque cluster. Ensuite, il y a les expected impacts qui sont donnés dans chaque destination. Puis finalement, ce que la Commission appelle les expected outcomes, qui sont réellement exprimés dans chaque appel à projet. Donc, si vous lisez bien mon petit schéma là, du haut vers le bas, comme je viens de le faire, vous vous apercevez que vous recopiez en quelque sorte la structure dont je vous parlais depuis tout à l'heure. La structure politique qui commence tout vers le haut et qui descend jusque à l'appel à projet auquel vous répondez en passant par la destination et le cluster. D'accord? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez écrire votre proposition, en fait, il faut réfléchir à tout ça. Il faut que tout ce chaînage, là, vous le voyez en bas de mon triangle, il y a écrit Project Proposal. Hein? Donc, quand vous rédigez votre proposition de projet, vous devez être capable de remonter vers le haut et de dire voilà quels sont les résultats qui sont attendus dans mon projet, voilà quels sont les impacts à plus long terme sur telle destination, tel sujet, tel domaine d'impact, et voilà comment mon projet s'inscrit dans la politique européenne globale. Si vous ne faites pas ça, et ça c'est très difficile, eh bien, votre projet a beaucoup moins de chances de réussir. Comme je vous disais tout à l'heure, les projets ont 3 typologies. Enfin, j'en parlerai ici que de 2, les RIA et les IA. Donc les RIA, Research Innovation Actions, il s'agit d'établir de nouvelles connaissances, explorer la faisabilité d'une technologie, d'un produit. D'où vous voyez que le TRL commence à 4.5, hein. Souvent dans l'appel à projet, il y a écrit ou pas à quel niveau de TRL vous devez être à la fin du projet. Le taux de financement est de 100% et vous pouvez aller
jusqu'à 4 ans en termes de durée du projet. Il faut regarder l'appel à projet pour ça, ce n'est pas toujours le cas. Je donne une estimation du financement possible aussi, entre 3 et 20 millions d'euros, c'est typique, d'accord? Mais ça, il faut regarder appel à projet par appel à projet. Finalement, IA, donc Innovation Action, c'est produire des plans, des designs pour des produits, des processus, des services nouveaux ou améliorés. Vous voyez, les TRL sont plus élevés, comme je vous disais tout à l'heure. Vous commencez déjà à 6. Le taux de financement est plus faible. Durée et financement maximal, encore une fois, je le répète, je donne ici des choses très indicatives. Il faut regarder l'appel à projet exactement, voir ce qu'il en est. Alors, maintenant, je souhaite aller un peu plus vite et vous parler de ceci. Vous parlez de comment, dans la pratique, je vais arriver à me saisir de cette complexité que je viens de décrire et comment je vais arriver à trouver ce qu'il me faut, à trouver tous les ingrédients dont j'ai besoin pour créer ma proposition. Alors voici une petite méthode simple que je vais vous présenter, ce qu'on appelle une stratégie de maturation de projet européen, se divise en 4 parties. La première, mesurer. Il s'agit donc d'auditer son portefeuille, et ça c'est quelque chose qu'F Initiative peut faire avec vous, c'est un service que nous proposons. Il s'agit d'auditer son portefeuille de projet, le portefeuille de projet de votre entreprise, selon vos priorités, vos enjeux sectoriels et vos besoins en financement, évidemment. Donc vraiment quelque chose d'assez d'assez macroscopique pour commencer. Quels sont les projets qui sont dans le pipe? Il s'agit ensuite d'identifier les projets à potentiel européen. Tous, par exemple, n'auront pas vocation à être financés par un projet européen parce qu'ils ne seront peut-être pas dans les clous. Vous voyez, ils ne seront pas appelés par les destinations dont on vient de discuter. Donc, c'est quelque chose qui ne pourra pas être possible à l'Europe, peut-être ailleurs, mais pas à l'Europe. Donc, ça, c'est la première étape. C'est la première manière de mesurer les choses. Quel est le potentiel européen que mes projets ont dans ma boîte? Ensuite, il y a une analyse plus fine. On va chercher quelque chose de plus précis. On va regarder projet par projet ce qu'on a identifié, comment ils se positionnent par rapport aux critères d'Horizon Europe, critères d'éligibilité. Est-ce que réellement je suis dans les clous? Est-ce que j'ai des niveaux de maturité suffisants? Je viens d'en parler. Est-ce que c'est plutôt RIA? Est-ce que c'est plutôt recherche, des TRL moyens? Ou est-ce que c'est plutôt IA, des TRL déjà élevés, TRL 6, 7? Et je vais ensuite, et ça on peut vous aider à le faire, catégoriser ces projets-là par niveau de maturité. Donc moi, ce que je propose, c'est une matrice. On met les projets dans les colonnes, par exemple, et dans les lignes, on va mettre soit mon projet à court terme, il a besoin de financement, il peut être financé, et là, je vais chercher des aides de financement, j'appelle ça fléchage, recherche d'aides pouvant soutenir les projets à court terme. Très rapidement, on peut se positionner sur un call, un de ceux dont je viens de vous parler, par exemple, cette année, l'année prochaine. Maturation, c'est développer de futurs projets candidats et des aides à moyen terme. Alors peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, peut-être vers la fin de la période de validité du programme de travail en question. Et puis finalement, une troisième catégorie que j'appelle horizon et qui est plutôt une catégorie où on va faire plutôt de la veille et de l'analyse de roadmap technologique et de tendance marché, mais tendance Europe aussi. Que demande le marché, certes. Qu'est-ce que je suis capable de faire moi pour répondre à ce marché, mais aussi que veut l'Europe. Dans ces programmes de travail, tout ça, c'est écrit. Finalement, enfin pas finalement, mais troisièmement, il y a cette partie que j'appelle développer. Dans la partie développée, il y a cet aspect de clarification des éléments clés pour un futur dossier, c'est-à-dire on commence réellement déjà, si par exemple on a identifié un projet en fléchage, qu'on peut essayer de faire financer rapidement, quelles vont être les grandes caractéristiques et les grandes lignes de la proposition? Quels sont les objectifs du projet? Quels sont les résultats concrets attendus au projet? Quels sont les impacts à plus long terme? Et ça, impact, ça doit commencer à résonner. J'espère que je vous ai donné cette envie et en tout cas cette possibilité de réfléchir à ces questions-là avec le schéma du triangle vert dont je vous parlais tout à l'heure.
quel est son caractère innovant? Est-ce que c'est incrémental? Est-ce que c'est disruptif? À quel point c'est disruptif? Les briques fonctionnelles du projet, de quoi ai-je besoin pour faire mon projet? Et aussi les activités qui permettront sa réalisation, donc peut-être même une ébauche de l'allotissement du projet. Quels sont les lots de travail qui me permettent d'arriver jusqu'au bout? Donc un premier design en réalité de mon projet. Et puis finalement, mobiliser. Mobiliser, c'est concevoir une stratégie partenariale, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis, en Horizon Europe, les projets sont des projets partenariaux, c'est des projets en consortium. Donc, quand je me pose la question de quoi ai-je besoin pour faire mon projet, je dois me poser aussi la question et surtout de qui ai-je besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vous apporter aussi. On a un certain nombre de clients et initiatives qui peuvent être intéressants pour vous. On peut faire du matchmaking, mais en réalité, identifier des événements de matchmaking en Europe, des événements sectoriels et activer son réseau, son propre réseau déjà existant, c'est quelque chose qui va être clé à ce niveau de maturation de la stratégie européenne. Puis finalement, et ça c'est quelque chose qu'on vous aide à faire aussi, développer un récit autour de votre projet, comment vous vendez votre projet, en quoi il est innovant, en quoi il est intéressant, en quoi il va rapporter, en quoi il va rapporter à l'Europe. Développer un pitch pour présenter cette idée de projet afin d'attirer de futurs partenaires de projet. Ça, c'est quelque chose on peut vous aider à faire aussi, c'est fondamental. Pour essayer d'attirer voilà, le consortium qui va bien autour de votre projet et qui va vous permettre de rendre déjà votre consortium éligible. Puisque comme vous ne pouvez pas vous présenter tout seul, vous ne pouvez pas vous présenter à moins de 3 typiquement non plus. Et il faut que le consortium soit international. Dans les projets Horizon Europe, les conditions d'éligibilité, je vous les montre ici rapidement pour faire un petit peu le lien avec cette question-là. Les conditions d'admissibilité de votre consortium, c'est minimum 3 entités légales, des entités légales indépendantes, ça ne doit pas être des filiales, si vous appartenez à un grand groupe, de 3 États membres différents ou des pays associés. Associés au programme Horizon Europe, c'est-à-dire ça serait des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui ont quand même accès à des fonds. Voilà. Je vous donne un peu une idée du calendrier aussi. Ça, ce sont des choses qui, comme vous pouvez imaginer, ne se font pas du jour au lendemain. Idéalement, elles ne se font pas en 3-4 semaines non plus. Pour faire ces choses-là, il faut vraiment du temps. Ça, c'est vraiment une recommandation clé. Pour commencer à mesurer, c'est bien de s'y prendre 6 mois à l'avance. Et pour commencer à mobiliser, c'est bien de s'y prendre 3 mois à l'avance. Un projet européen de ce type-là, de ce calibre-là, un cluster 5, un cluster 4, il faut une personne à temps complet en estimation. Un ETP à temps complet sur 3-4 mois, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, une fois que vous avez déjà votre consortium. D'accord. Donc c'est important d'avoir ces choses-là en tête en termes de calendrier et en termes de démarche. Voilà. Une fois que votre projet est accepté par l'Union européenne, vous aurez droit à la signature d'un contrat, à un préfinancement, et là, le projet va s'enclencher. C'est très administratif, c'est très lourd. F Initiative vous accompagne aussi dans le reporting, dans l'administration financière et au jour le jour de votre projet, et vous accompagne dans vos relations avec la Commission européenne. Comme je disais, et comme Frédéric expliquait en début de séance, votre interlocuteur clé au niveau de la Commission, une fois que votre projet est accepté, c'est le project officer. Avoir des relations de confiance avec le project officer, c'est fondamental. Il faut être toujours absolument transparent avec votre project officer. C'est quelqu'un qui va avoir un regard et qui va avoir une évaluation sur votre projet. Donc, si vous ne voulez pas avoir un projet, vous mettre en difficulté, cette transparence et cette fluidité dans la communication avec le project officer, c'est très important. Lorsque le project officer se braque, croyez-moi, mon expérience, il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour les projets futurs européens dans lesquels vous serez impliqué.
Je vous remercie de votre attention. Il est 11h50. Je pense qu'on peut prendre un bon 10 minutes de questions et réponses. Frédéric. Merci, merci Sèche pour cette présentation très claire et éclairante sur l'environnement de ces programmes européens. Alors effectivement, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous pouvez lever la main, ouvrir votre micro, prendre le chat. On s'adapte un petit peu à tout. Finalement, je vais me lancer et Serge, vous donner la première. On a vu là dans votre présentation, hein, alors, je vais pas partir tout en haut du triangle, mais on part des piliers, on descend dans les clusters, on voit les destinations, puis on arrive sur des appels à projets. Finalement, on arrive sur des choses finalement assez fines ou très thématisées. Est-ce que sur la durée du programme, on peut arriver à trouver, on va dire, des opportunités pour l'ensemble des thématiques? Par exemple, si moi, ce qui m'intéresse, c'est développer des process composites pour des aérostructures. Est-ce que je vais forcément trouver un appel sur la durée du programme Horizon Europe qui va me convenir, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui exclues? Non, alors vous n'allez pas forcément trouver. Ça, c'est clair. Comment dire, l'Europe, si l'Europe publie des programmes de travail, c'est parce que l'Europe a des tendances, l'Europe a des modes, l'Europe veut faire certaines choses et les choses qu'on faisait il y a 10 ans, ben, on ne les fait plus aujourd'hui. Voilà. Et donc, effectivement, l'Europe, si vous voulez, si je vous explique ça avec le triangle, avec le haut du triangle et tout ça, c'est parce que l'Europe a des objectifs politiques qui doivent être reflétés finalement dans les appels à projets. Alors là, dans l'exemple du composite, vous allez finir par trouver. Alors dans Horizon Europe, je ne pense pas, mais dans Clean Aviation, probablement. Hein, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Mais vous savez qu'il existe donc un partenariat qui est public-privé, qui est comme associé à Horizon Europe, mais qui n'est pas parmi les choses que j'ai racontées. On a fait exprès d'exclure ça parce qu'on a pensé que vous étiez bien briefé sur ces aspects-là. Euh, euh, donc, vous allez trouver, si vous cherchez, mais dans Horizon Europe, l'agenda stratégique impose un certain nombre de choses qui font que il y a des choses qui sont traitées dans Clean Aviation et des choses qui restent dans les piliers d'Horizon Europe. J'aurais une deuxième question. Dans l'approche, je peux soit me dire, enfin, j'ai fait mon premier travail, identifier les sujets, on va dire dans la catégorie fléchage. Je peux soit me positionner en project leader et essayer d'aller trouver les partenaires et de monter une proposition. Je peux aussi estimer que c'est pas forcément parce que je suis peu acculturé la meilleure position, et je peux vouloir chercher à intégrer un consortium en cours de montage. On sait qu'il y a, enfin, il y a des gens qui sont acculturés à ça et qui sont habiles à monter des propositions. C'est quoi les bonnes pratiques si par exemple j'ai identifié des thématiques pour essayer d'aller sourcer quels sont les consortiums ou les déposants potentiels, et essayer de proposer mon offre de valeur à un consortium pour pouvoir l'intégrer. Comment on peut agir en ce sens-là? Oui. Alors, vous avez raison de signaler qu'il y a deux attitudes génériques. Il y a celle de celui qui se positionne en coordinateur et celle de celui qui se pose en suiveur, pour ainsi dire, sans jugement de valeur. Et si vous êtes novice en projet européen, être coordinateur d'un gros projet d'un coup, c'est difficile. Et ce n'est pas quelque chose que je recommande. Donc, effectivement, pour commencer, c'est plutôt une bonne chose de plutôt identifier un sujet intéressant, identifier un consortium en cours de montage, et ça, c'est le réseau. C'est le réseau. C'est votre réseau sectoriel, votre réseau régional, le cluster aéro, peut-être aussi Europe Enterprise Network, les chambres de commerce et d'industrie, sans doute aussi des réseaux un peu plus internationaux. À Bruxelles, il se passe tous les jours des choses, tous les jours des choses.
tous les jours, il y a des informations, il y a des réunions dans tous les secteurs confondus. C'est hallucinant. Il y a un bouillonnement extraordinaire. À Bruxelles, il faut être à Bruxelles quand il y a des info days, quand il y a un événement sectoriel qui vise le cluster, je ne sais quoi, etc. Il faut être là pour arriver à identifier et à se présenter comme participant d'un consortium qui a des compétences, qui a des technologies et qui a des intérêts qui peuvent s'aligner sur tel ou tel sujet grâce à un consortium. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que l'information a besoin d'abord d'être digérée? Non, Jean-Vincent Ricato pour Porsche Industrie. Merci pour les questions sur les composites. Je pense que ça me l'a ôté de la bouche. Pour moi, c'est clair à peu près également. Et moi, la deuxième question était celle que je cherchais. Donc, merci également. Il y a des structures qui s'appellent EEN, Europe Enterprise Network, qui sont des structures régionalisées, si je me trompe pas, qui permettent à des acteurs de différents secteurs, hein, c'est pas sectoriel pour le coup, d'accéder à des informations, d'accéder à des bases de données, de compétences, de pouvoir se promouvoir aussi. Ils font des événements. Ils ont aussi des bases de données sur lesquelles vous pouvez mettre votre compétence, votre intérêt pour tel ou tel sujet, composite, quoi que ce soit, et qui vont essayer de faire le match, quoi, de créer ce lien une sorte de plateforme qui vous permet de vous saisir en fait au final des opportunités qui sont possibles, quoi, qui existent. Alors je sais qu'ici, alors moi je suis à Alors, Toulouse. je peux en Frédéric. parler. Le consortium EEN sur la région, il est animé par la CCI de région en lien avec l'agence. Donc les personnes ne sont pas très loin de moi dans les bureaux. Il y a des groupes sectoriels aussi. Il y a un groupe sectoriel aéronautique et puis il y a des groupes sectoriels thématiques dont je n'ai pas la liste. Et effectivement, ils ont des événements de matchmaking. Et ils ont aussi la possibilité de diffuser des offres. Je ne suis plus au courant aujourd'hui, mais de voir dans quel format qui permet de éventuellement faire réagir des partenaires européens et ça peut permettre d'identifier des partenaires potentiels. Après, pour moi, la vraie difficulté va être d'identifier les têtes de consortium, c'est-à-dire le project leader qui va vouloir vous inclure. Ça c'est une grande difficulté. Alors, j'entends le foisonnement d'événements à Bruxelles. Après, je pense qu'on a assez peu d'entreprises dans le cluster qui ont les moyens de mettre quelqu'un en permanence à Bruxelles. Peu importe. Non, mais Tout est diffusé. Peu importe. Tout est diffusé. Ce qui est important dans ce truc-là, c'est pas forcément d'être là. Il y a des gens qui ont effectivement les moyens d'être là ou d'y être ponctuellement pour rencontrer les gens. Ça, c'est possible si vous identifiez un événement qui est réellement intéressant. Mais sinon, vous pouvez faire votre pitch complètement online et suivre les pitchs des autres. Et ce qui est intéressant lorsque vous suivez les pitchs des autres, c'est que dans les pitchs, usuellement, les gens se positionnent. Ils disent « et moi, je suis coordinateur ». Okay. Et moi, je suis suiveur. Et moi, je. Voilà. Donc, ça c'est intéressant. Il faut prendre du temps et construire aussi sa matrice de partenaires, identifier les candidats. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ce qui est centre technique européen? On sait que les Espagnols, les Hollandais, pour ce que j'ai en tête, sont très actifs aussi sur la construction de propositions. Alors, selon les thématiques, est-ce que c'est une bonne piste aussi, tout ce qui est ce type de centre technique? Alors, les centres techniques dont vous parlez sont en général effectivement très rodés à la construction de propositions. Ce sont des centres qui, par exemple, n'ont pas spécialement besoin de services. pour dire les choses clairement. Il y a des Serge Monturé au CSIC, n'est-ce pas, à TNO,
Je pense que vous faites allusion à cela, au Mhm. Fraunhofer, Mhm. au CEA, à l'ONERA, qui font très très bien le job. Donc ce qui est intéressant lorsque vous embarquez avec quelqu'un comme ça, c'est que souvent ils ont une capacité à être moteurs, d'une part, et d'autre part, ils sont rodés à l'exercice d'écriture de la proposition que je décrivais un peu brièvement tout à l'heure. Et donc ça, c'est intéressant pour faire votre premier pas, je dirais. Ok. Une université, le CNRS, important ça aussi, regarder des partenaires académiques à TRL plus bas pour avoir un consortium qui est certes international, mais qui a des compétences différentes aussi. Comment votre projet rejaillit sur une université, sur un programme de recherche à TRL un peu plus bas? C'est intéressant ça aussi. Un pas plus loin, j'irai un pas plus loin. Vous impliquez une université. Comment votre programme de recherche rejaillit sur les programmes d'enseignement de l'université? Encore plus intéressant, encore plus d'impact. Ok. Est-ce que nous avons d'autres questions? Et sinon, on arrive, je vois là sur l'enregistrement 59-59. Donc, C'est beau, c'est on beau. est au terme de l'heure dédiée, mais on peut prendre une minute ou deux s'il y a encore quelques questions. Puis sinon, on va clôturer ce webinaire ici. Bon, ben, j'en vois pas plus, donc je vous propose qu'on clôture ici. Merci beaucoup, Serge, pour votre présentation et tous les éléments transmis. Merci Christelle aussi pour l'organisation. On met à votre disposition très rapidement les présentations. Il y aura un replay disponible et puis on vous donnera également les contacts de chacun de manière à ce que vous puissiez interagir autant que vous le souhaitez. Merci à tous. Merci à tous. Bonne Merci journée. Frédéric. Merci. Oui, merci. Frédéric, au revoir.